C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai que je l'ai. J'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de... Avec mon œil de Galaxy Tracker qui voit l'astéroïde qui va péter son vaisseau. Bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec... Sam, pour la 41e fois. Ça passe vite. Ça en fait des parties, mais on se tanne pas. Jamais. Donc, aujourd'hui, notre thématique sera les jeux en temps réel, dans lequel je défendrai le jeu Galaxy Tracker. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler du jeu Pendulum. Mais avant tout ça, on va faire un petit retour sur le duel de l'année passée. Donc, peux-tu nous rappeler le thème, Sam? Le thème de l'année passée, c'était Vegas. Mais ce qui se passe là, ça reste là. Fait que on n'en parlera pas. Exact. Faudrait pas se rappeler de mauvais souvenirs. Non, mais plus sérieusement, c'est ça. Il y a un an maintenant, j'étais allé à la convention de Dice Tower West à Las Vegas. Super belle convention. Je serais retourné si j'avais pas fait l'action de prendre un meeple supplémentaire dans la famille récemment. Ouais, puis t'as pas voulu le défausser, t'as voulu le conserver pour plus tard, fait que j'imagine que ça limitait tes actions. Ouais, mais comme c'est ça, l'idée, c'est que plus tard, on va en avoir plus. Plus de meeples? Ben, plus d'actions. Ah, plus d'actions. Parce que quand t'as plus de meeples, t'as plus d'actions. C'est vrai. Mais oui, tout ça pour dire, les conventions, c'est cool. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Puis c'est pas une aussi grosse convention, mais bientôt, il va y avoir les Meeple Olympiades qui ont été officiellement annoncées récemment. Donc, Board Game Duel va être là. Détails à venir. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre épisode de l'année passée. Maintenant, on va passer au jeu qu'on a joué récemment. Donc, Sam, j'ai cru comprendre que tu as joué à un petit jeu de party il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est le jeu 0 à 100 de Antonin Bocara et publié par nos amis du Scorpion Masqué ici au Québec. Comme tu dis, là, c'est un petit jeu d'ambiance. Un genre de jeu de quiz, de connaissances générales, mais que t'es pas vraiment obligé d'avoir des connaissances générales puis que tu peux quand même performer. C'est quand même à la mode de ce temps-ci, ce genre de jeu-là. Fait que c'est ça, on va avoir des questions un peu loufoques, là, du genre combien d'enfants a eu Madame Vasiliev, la femme qui a eu le plus d'enfants au monde? Ou combien de Jedi il y avait sur le conseil dans l'épisode 2? C'est un genre de truc-là, là, des affaires que tu peux savoir par cœur si t'es un super nerd, mais que normalement tu devrais pas vraiment savoir. Mais toutes les questions, dans le fond, les réponses, ça va être un chiffre entre 0 à 100. On dirait qu'il y a comme un concept derrière ça. C'est malade. Fait que là, au début de la partie, on se fait passer une main de carte avec plein de nombres dessus. Puis, à chaque tour, dans le fond, on va jouer une carte qu'on pense qui est celle qui est la plus proche de la réponse à la question qu'on cherche. Non, la réponse qu'on cherche à la question qui est posée. Plus de sens comme ça. La réponse à la question. Bref, on essaie de répondre à la question avec une carte qu'on a dans notre main, puis la personne qui a le chiffre le plus proche va se débarrasser de sa carte, puis les autres vont en repiger d'autres. Puis le but du jeu, c'est tout simplement de se débarrasser de sa main le plus vite possible. On rajoute une petite twist que vers la fin, on commence à être mal pris. Il ne reste plus beaucoup de choix pour jouer nos cartes, mais on a des petites cartes qui peuvent nous aider. Donc des plus ou moins 20, des plus ou moins 50, comme des modificateurs qu'on peut ajouter à notre nombre. Puis si on est vraiment sûr de notre affaire, ben il y a aussi une carte qui nous permet comme de kit au double. Là. Fait que si on réussit bien avec cette carte-là, ben on va se débarrasser de plus de cartes, mais si on se plante, ben notre pénalité va être plus forte. OK. Fait que ça se joue, c'est ça, quand même accessible pour un jeu de connaissance générale. C'est ça, tu peux jouer avec tout le monde, puis les questions sont quand même... Il y en a qui sont quand même rigolos aussi, fait que ou tu peux rire des gens parce qu'ils pensent que la personne qui avait le plus d'enfants en a eu 85, mettons.
c'était un peu exagéré. Ou la personne avait une main un peu mauvaise pour cette question-là. Ouais, peut-être. Des excuses. Bon. Fait que c'est ça. 0 à 100 de Scorpion Masqué et Antonin Bocara. À ça, j'ajouterais qu'on a joué récemment au jeu Dice Hospital, designé par Stan Gordonsky. Kordonsky? Kordonsky, oui. Je suis pas certain de savoir comment prononcer un I et un Y, fait que désolé encore pour ma prononciation. Designé aussi par Mike Nudd et publié aux éditions Alley Cat Games. Donc, dans Dice Hospital, on a entre les mains des dés qui représentent des patients qu'il va falloir manipuler pour pouvoir les soigner, pour éviter qu'ils ne décèdent entre nos bons soins. Fait qu'on a un mélange de placement d'ouvriers. On a un plateau de tuiles sur lequel on va pouvoir placer nos ouvriers qui sont en fait des infirmières, qui vont nous permettre de manipuler les dés. On accumule des dés qui sont des patients. Puis une fois qu'on va les avoir, à chaque fois qu'on manipule un dé, dans le fond, on indique que ce dé-là a été traité. Puis à chaque round, il faut essayer de traiter un maximum de dés possible. Puis quand on réussit à monter un dé jusqu'à 7, le patient est soigné puis il peut sortir. À l'inverse, si un dé descend à 0, le patient est décédé. Puis à chaque round, on en a 8. On va recevoir des améliorations, que ce soit avoir des médecins supplémentaires qui vont nous donner des effets particuliers, comme admettons, à chaque fois que tu augmentes un dé jaune, ben, tu peux en augmenter un deuxième qui a exactement la même valeur à la base. Ça peut être aussi, si tu réussis à augmenter un dé de 2, ben, augmente-en un autre de plus. C'est différents médecins qui sont aussi des ouvriers. Et on peut aussi avoir des salles supplémentaires dans notre hôpital qui vont nous permettre d'effectuer des actions plus fortes, qui vont permettre entre autres de nous permettre de manipuler plusieurs dés à la fois, mais en respectant certaines conditions. Parce que on manipule pas les dés comme on veut. Lorsqu'on met un infirmier sur une tuile, ça va nous dire on monte le dé de telle couleur, de 1 ou de X valeur, ou on peut augmenter des dés qui ont une valeur de 1 ou 2 ou 3 de 1. Ouais, thématiquement, ça fait du sens, là, parce que les dés de différentes couleurs, ça représente différentes maladies plus ou moins graves que les patients ont. Puis là, quand on veut les traiter, ben on va pas mettons qu'on traite une infection urinaire, on va pas aller voir un cardiologue. C'est ça, tu sais. On fera pas une opération à cœur ouvert dans la salle d'attente. Par contre, quand tu fais une transfusion sanguine, tu peux changer la couleur du dé, donc ou t'as aussi des physiothérapeutes qui peuvent faire ça. Fait que c'est comme si tu pouvais changer le mal de place, littéralement. Oh! Il transforme ta gastro-entérite en bras cassé. Ouais, c'est ça. Mais ça, blague à part, c'est quand même un jeu assez cool, là. Nous, on a joué sur Board Game Arena, mais moi, je l'ai essayé aussi en vrai, avec quelques extensions là, qui rajoutent des nouveaux spécialistes, justement. Il y en a un, mettons, c'est le chimiste expérimental. C'est comme quand tu soignes un dé, tu peux embrasser un autre. Parce que, tu sais, le traitement expérimental, on sait pas si ça peut pas... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis t'as aussi des nouvelles façons de drafter les dés, parce que normalement, c'est dans le jeu de base, on draft des ambulances qui ont 3 dés chacun, puis qui sont classés, dans le fond, des dés les plus maganés au plus facile à soigner. Mais j'ai joué avec une extension parce que là, tu fais comme une espèce de carte de ville avec des chemins, puis là, tu te promènes avec ton ambulance là-dedans, puis il y a une version Kickstarter avec des grosses ambulances en plastique, méga bling, totalement inutile, mais mon Dieu qu'il y a du toy factor, là. Puis là, tu te promènes en ville, tu ramasses les dés, tu peux des fois ramasser des petits bonus avec certains dés qui sont plus faibles. Puis si t'es le premier joueur, t'es pas en ambulance, t'es en hélicoptère, fait que là, tu peux aller ramasser n'importe quel dé, n'importe où sur la carte. Est-ce qu'il vient avec un petit hélicoptère? Oui. Je disais ça, mais Vous irez voir sur Instagram, là, j'ai mis des photos. Ça look quand même pas pire. Pour un petit jeu de dés. Ouais, mais c'est un petit jeu qui commence à avoir beaucoup d'expansions. Il y en a d'autres aussi que j'ai pas essayé, mais il y en a une avec des roses qui sont des femmes enceintes. Puis il y a des petits dés qui représentent les bébés. Puis il faut que tu t'arranges pour sortir les deux en même temps. Puis fait que tu sais, il y a moyen de rajouter des petites couches de complexité là,
un système de base qui est quand même assez simple, mais qui est drôlement efficace, là, tu sais. En recrutant tes nouveaux spécialistes puis tes nouvelles salles, t'essayes de te créer des combos, puis là, il faut que tu repêches les dés qui fit avec ces combos-là pour être le plus efficace possible. Puis, je sais pas si tu l'avais dit, mais qui est payant, c'est de sortir le plus de dés possible dans un même tour. Tu sais, Ouais, si je t'en l'avais sors pas dit. juste, ouais, c'est ça, si t'en sors juste un ou deux de temps en temps, tout le temps, c'est moins payant que si tu fais un gros tour, parce que là, t'en sors 5, 6, puis là, t'es 2, 3 tours après ça à pas en faire, tu sais. Je pense que c'est une thématique qui est quand même assez accessible, là. Ça rejoint tout le monde, là. Tout le monde est déjà allé à l'hôpital au moins une fois dans sa vie, je pense. Ben, ça se pourrait que quelqu'un soit vraiment jamais allé, mais il serait soit super en santé, soit très négligent de sa santé. Ben, c'est ça, tu sais. Donc, Dice Hospital de Stan Kordonski et Mike Nudd, publié par Alley Cat Games. Donc, on va revenir un peu vers le Québec avec une création de la compagnie Fly Us Games. Donc, on a essayé récemment le jeu Until Daylight, qui a été designé par Thomas Philippi et Gary Pêtre. Donc, dans Until Daylight, l'objet, c'est un jeu coopératif où on va chercher, combattre et survivre contre des hordes de monstres et d'infectés. C'est un jeu qui se joue à temps réel. Donc, le jeu se fait en deux phases. On a une phase de recherche puis une phase de combat. La phase de recherche se fait à temps réel où chacun votre tour, les joueurs vont devoir faire une action qui peut être de piocher une carte, donner une carte à quelqu'un, prendre une carte à quelqu'un, construire quelque chose ou activer une carte. Puis là, dans le fond, tout le monde fait son action tour à tour. Fait qu'il faut, mais il faut agir rapidement parce qu'on a à peu près, on a quelque chose comme 1 minute et demie peut-être de temps d'action pendant cette période-là. Puis à un moment donné, lorsque le temps s'arrête, la phase de combat va commencer. Donc on va invoquer des monstres d'un paquet de cartes qui vont apparaître devant l'ennemi ou devant le joueur où le temps s'est arrêté. Et il va falloir qu'en équipe, chacun fasse une action pour essayer d'éliminer le plus d'infectés possible, tout en essayant de sauver un survivant pour gagner la partie. Donc, il va y avoir 10 rounds de phase recherche, phase combat, dans lequel il faut réussir à survivre pour ensuite arriver au combat final où là, il faut éliminer tous les infectés sans qu'un seul des joueurs soit éliminé avant la fin de la partie. C'est un genre de tower defense, au final. Un Un peu peu. abstrait, là, mais Ouais, c'est vrai, parce que c'est t'as des vagues simplifié. d'ennemis qui arrivent, puis il faut que tu survives jusqu'à la fin, là. Ouais, c'est un peu ça. Je trouve il y a beaucoup de hasard aussi parce que dans le fond, quand on fait les attaques puis quand on subit les attaques, on va rouler des dés. Puis selon le type d'ennemi qui va être devant nous, il va falloir avoir un résultat assez précis. Puis plus les ennemis sont tough, plus le résultat est rare à obtenir avec les dés. Ouais, puis en plus, t'es comme obligé d'attaquer les ennemis dans l'ordre qui sont apparus, là. Fait que même si t'avais des dégâts excédentaires, mais qui sont d'un certain type, qui peuvent pas s'appliquer à l'ennemi qu'il faut que tu tues en premier, ben, c'est comme si tu gaspillais ton attaque un peu, là. Ouais. Puis étant donné que dans la phase combat, chaque joueur a seulement une seule action, ben une attaque qui plante, ça fait mal. Fait que c'est un jeu j'allais dire qu'il se veut difficile, mais à cause du hasard surtout. Ouais, ouais. Parce qu'il est très, très dépendant des dés. Oui, avec les cartes que tu vas piocher dans la phase recherche, tu vas pouvoir essayer de mitiger ça, ou plutôt tu vas essayer d'augmenter le nombre de dés que tu peux lancer. Mais au final, t'es quand même... Et même encore là, t'es dépendant du hasard, parce que les cartes que tu piges, justement, il y en a beaucoup qui font rien, ou même qui sont détrimentales, ou que t'as besoin d'avoir deux cartes ensemble pour pouvoir les utiliser. Fait que tu sais, si t'en piges rien qu'une des deux, tough luck, tu sais. ouais, tu peux quand même t'échanger des cartes, mais ça te coûte une action, puis dans la période de recherche, on n'a pas beaucoup de temps. Fait qu'il faut être assez rapide. Je trouve que peut-être le jeu vraiment, il y a quelques failles, mettons. Ouais, j'ai l'impression il manquait de développement un petit peu. Il y avait des bonnes idées, mais dans l'exécution, c'était pas tout le temps bien réussi. Ouais, le livre de règles était, je pense qu'ils ont voulu être trop clair,
puis ça a fini que les informations importantes se sont diluées beaucoup. Fait que c'était dur de retrouver une information précise dans le manuel. Puis les dés, ça tue. Ouais, dans un jeu coop, c'est pas... c'est moins grave, mettons. En tout cas pour moi. Ouais, mais là, c'était comme trop pour moi, tu sais. Puis moi, j'aime ça brasser des dés, là, quand même. Mais là, c'était un peu too much. Moi, je sais qu'il y a une deuxième édition du jeu qui s'en vient, qui a peut-être changé de nom. Oui, c'est Survive Until Daylight, qui est supposé être, c'est ça, un jeu très similaire, dans le fond, qui est juste une upgrade du jeu. Entre autres, au lieu d'avoir 10 vagues, il y en aurait juste 6. Ce qui ferait que la partie serait moins longue, parce que 10 rounds de cherche-attaque, ça finissait par être aussi un peu long. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. C'était censé sortir en 2022. Je pense pas qu'il est sorti encore. Non, je pense pas. Je pense qu'il est supposé avoir une campagne Kickstarter. Ouais, c'est pas... En tout cas, moi, je me garagerais pas dessus, mettons. Attendez que d'autres gens l'essayent, je pense. Ou en tout cas, voir les updates des designers pour savoir si ça vaut la peine. Ouais. Mais c'est dommage, parce que c'est ça, thématiquement, le jeu, il est quand même cool. Tu sais, il y a des... les classes des personnages sont quand même assez originales. Là. T'as genre le hipster, le psycho... T'en as des plus vulnérables, là, comme un sniper, je pense. Là. Mais tu sais, Ouais. Le voleur, c'est le klepto. Il y a des éléments de style qui sont intéressants. Je trouve que les dessins sont bien aussi. Ouais, vraiment. Puis tu sais, chaque personnage a comme des objectifs personnels qu'il peut faire pour monter d'XP. Puis là, c'est quand même assez thématique. Puis tu sais, ça fit avec ton personnage. Puis en plus, t'en piges des plus généraux random, là. Mais comme... C'est ça, il y a des éléments qui sont cool, mais espérons que ça va avoir été peaufiné avec la nouvelle édition. Ouais, on va espérer. Donc, c'était Until Daylight de Flyers Games. En fait, attends, je voulais parler que... Parce que c'est ça, aussi la mécanique temps réel, je trouvais ça intéressant. Parce que on était t'es tout un peu sur le stress, sur le nerf, puis tu veux faire ton action vite, mais tu veux réfléchir aussi. Je pense que ça fait aussi c'est plus facile à plus de joueurs parce que tu as le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais faire pendant que les autres piochent leurs cartes ou font leur action. Ouais, nous, on l'a joué à 2 en contrôlant 2 persos chacun. Ça aurait peut-être été mieux à 4 joueurs. Ouais. Parce qu'on Parce n'avait pas beaucoup de que, temps de penser, puis là, c'était comme, tu te remets, tu regardes les cartes que tu as, tu te dis, qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais là, ça revenait tout de suite à toi. ouais, c'est ça, puis le fait que tout le temps que tu switches entre 2 personnages, c'est sûr qu'on l'a peut-être pas essayé dans sa configuration idéale. Ça l'aide pas. Non, en effet. Mais, tu sais, ça reste que ce bout-là, c'était le bout, en tout cas, que moi, il venait me chercher quand même plus. Puis le fait de l'avoir juste joué à 2, je pense pas que ça affecterait beaucoup cet aspect-là. Alors, sans perdre de temps, nous allons passer au duel avec la thématique temps réel. Donc, on a voulu avoir des jeux dans lesquels le temps était important, puis où la tension augmente, s'écoule comme le sable d'un sablier. Ça fait pas de sens, je le sais. Mais ça avait l'air quasiment poétique. Quasiment. Bon, tout ça pour dire. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Galaxy Trucker, sorti en 2007, designé par Vlada Kvatil et publié aux éditions Czech Games Edition. D'ailleurs, il y a eu une deuxième édition du jeu en 2021. Exact. Mais Fait que nous, c'est semi-récent. ouais, mais nous autres, on voyage dans le temps. Donc, on est reculé en 2007 avec la version qu'on avait sous la main. Donc, Galaxy Trucker, le titre dit pas mal qu'est-ce que c'est. Donc, on est des camionneurs de l'espace qui vont utiliser nos vaisseaux spatials pour pouvoir aller vendre des marchandises. Mais aussi en route, ça va falloir survivre aux assauts des pirates, aux météorites. Il va peut-être falloir aussi aller investiguer des stations spatiales oubliées. Et si on est chanceux, on va pouvoir aussi gagner la course pour savoir c'est qui va se rendre le plus loin à travers la galaxie. Donc,
Galaxy Tracker va se faire va jouer en 2 phases. On va avoir une phase temps réel où là, on va construire notre vaisseau. Puis une fois ce vaisseau construit-là, il va être mis à l'épreuve des événements et il va savoir si, dans le fond, notre vaisseau, on l'a bien construit ou si c'est un tas de ferraille. Que ça soit bien construit ou pas, tu vas te faire péter pas à peu près. Il y a des bonnes chances. Donc, dans la phase de construction, on va étaler plein de tuiles sur la table. Toutes ces tuiles-là, dans le fond, sont des composantes de ton vaisseau spatial. Il va y avoir des cabines d'équipage, des fusils laser, des boucliers, des réacteurs, des batteries, quelques jonctions, puis tout ça. Puis ça, c'est des éléments qu'il va falloir combiner sur notre vaisseau pour qu'ils fassent du sens. Fait qu'on va falloir respecter toutes les jonctions, en sorte où des fois, tu as des jonctions à un tuyau, ben on peut pas la plugger sur une jonction à 2 tuyaux qui sont pas alignés. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on construit notre vaisseau. Puis, tout le monde a accès aux tuiles en même temps. Fait que c'est un peu une course à savoir qui va être capable de ramasser les bonnes tuiles, de bien les placer sur son plateau, parce qu'on a un plateau limité qui a comme une forme de base, puis à mesure que au début il est petit, puis plus la partie avance, plus il devient gros. Mais donc, on va devoir aller piocher ces tuiles-là pour construire notre vaisseau. Dans cette phase-là aussi, si on veut un peu s'aider à faire les bonnes décisions, on peut aller vérifier le deck de cartes événements pour savoir qu'est-ce qui peut nous tomber dessus. En utilisant cette connaissance-là, ben quand le thermomètre, le sablier, c'est pas pourquoi un thermomètre? Ça mesure des affaires, il faut croire. Ouais, c'est parce que la tension monte, ça finit que c'est chaud, mais ça c'est comme un callback à Piment Fort. Oh, ok. Le thermomètre, tu sais, pis ça, ok. Ouais. Non, mais j'avais juste pas reconnu ton c'est chaud. C'est vrai que je l'ai. J'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de Galaxy Tracker qui voit l'astéroïde qui va péter son vaisseau. Wow. Donc, c'est ça. Donc, fort de cette connaissance des événements, tu vas pouvoir construire ton vaisseau de la façon la plus optimale possible. Mais tu vas perdre du temps à faire ça, puis ça se peut que les autres, ils se dépêchent, puis qu'ils fassent un vaisseau un peu boboche, mais plus rapidement, fait qu'ils vont comme passer devant toi. Oui. Ou pire, revirer le sablier vraiment rapidement, puis toi, même si tu sais exactement qu'est-ce que tu as besoin pour ton vaisseau, tu n'auras pas le temps de le construire. Exact, parce que oui, tu peux faire ça. Tu peux être le gars qui dit... ou la fille. Le gars ou la fille, ouais, c'est ça. C'est le gars parce que on est des gars, mais ça, c'est... Oui, mais il faut être inclusif pour que tout le monde qui nous écoute puisse s'identifier. Oui, donc la personne, n'importe qui, en tout cas, on peut dire tout de suite, par contre, d'emblée, qui doit être désagréable parce qu'il va couper le temps à tout le monde, parce qu'on peut retourner le sablier plusieurs fois de suite pour faire que le temps s'écoule plus vite, puis là, tout le monde vient sur le nerf, puis des fois, tu te ramasses avec un vaisseau complètement incomplet. C'est-à-dire, on sait qu'il va être désagréable parce qu'il va s'identifier à Sam. Ouais. C'est vrai que ça aurait été pas pire. Donc c'est ça. Fait que la course pour construire son vaisseau, c'est un aspect assez important. Puis là, après ça, arrive l'inspection. Parce que tout le monde fait son vaisseau un peu rapidement, puis il faut vérifier si tous les vaisseaux sont corrects. Fait que là, généralement, on va valider le vaisseau de son voisin, puis si jamais il y a des connexions qui sont pas bonnes, ben on enlève les morceaux. Si un morceau n'est plus connecté, que le morceau soit gros ou petit, mais n'est plus connecté au cœur du vaisseau, il va arracher. C'est là que ça devient drôle, parce que des fois, on pense que notre design est bien fait, mais on a des drôles de surprises. Parce que une connexion qui ne fit pas en 2 sections, puis là, tu viens de perdre la moitié de ton vaisseau d'un coup. Exact. Puis ça peut arriver au moment de la validation, mais ça peut arriver aussi plus tard pendant les événements. Parce que pendant les événements, les différentes cartes vont nous faire subir des dégâts. Il y a différentes façons de mitiger ces dégâts-là, entre autres que les astéroïdes, on peut les détruire avec des fusils laser, on peut se combattre des pirates avec les fusils laser, puis les boucliers. Puis c'est à ça qu'il faut penser quand on construit le vaisseau. Encore une fois, la règle de si la connexion qui tient tout ton vaisseau lâche, ben t'as perdu. Si jamais ton vaisseau se ramasse plus de moteur, t'as perdu.
Si jamais ton vaisseau a plus d'équipage, t'as perdu. En fait, si t'as plus de moteur, tu peux continuer à drifter à moins que tu tombes sur une carte d'espace intersidéral, c'est là que tu perds. Ah oui, parce que là, tout le monde se sauve à la vitesse de la lumière, puis toi, tu restes là à flotter. À regretter tes choix de construction. Puis c'est ça. Puis dans le fond, on progresse comme ça. On a trois rounds de construction puis événements. Puis avec ça, on accumule de l'argent parce qu'on peut aussi visiter des planètes pour pouvoir collecter des ressources. Puis ces ressources-là, on peut les vendre à la fin. Puis ça nous permet d'accumuler de l'argent. On a aussi un bonus pour la personne qui a le plus beau vaisseau, c'est-à-dire le vaisseau qui a le moins de connecteurs dans le vide. On a aussi des points supplémentaires pour celui qui va gagner la course. Donc, le vaisseau qui va se rendre le plus loin sur le circuit. Puis c'est ça, on perd de l'argent pour tous les morceaux pétés qu'on a accumulés pendant cette phase-là aussi. Jusqu'à la concurrence maximale, parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est les assurances qui payent rendu là. Ouais, c'est ça. Mais faut que tu payes ta franchise. Ouais. Puis plus le vaisseau est gros, plus la franchise est grosse, fait que on peut perdre plus de points. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui joue assez bien. Je trouve qu'il fait festif, tu sais, c'est le fun de jouer à ce jeu-là. On rit beaucoup parce qu'on regarde les vaisseaux des autres, puis on rit de leur malheur quand ils se font péter des trucs. C'est toujours satisfaisant de voir des gros morceaux qui s'arrachent. C'est le genre de jeu qu'il faut pas trop que tu prennes au sérieux. Parce que comme tu disais tantôt, là, tu reprochais qu'il y avait beaucoup de hasard dans Until Daylight, là, mais dans celui-là, il y en a quand même pas mal aussi. Puis c'est pas nécessairement du hasard qui va affecter tout le monde égal. En fait, justement, pas. Parce que ça va dépendre vraiment de ta configuration de vaisseau. Mais étant donné que, tu sais, le petit aspect puzzle de vaisseau, tu sais, si tu le montes bien, tu sais, c'est sûr que tu as plus de chances de survivre au voyage. Ouais, mais c'est vrai que t'es un peu à la merci des aléas du hasard. Mais c'est ça, faut pas que tu joues à ce jeu-là avec du monde ultra compétitif qui veulent gagner à tout prix. Là. Ils triperont pas, je pense. Ouais. Mais c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. Là. C'est même écrit dans les règles que si t'as fait au moins une pièce à la fin de la partie, tu peux te considérer gagnant. C'est sûr que ceux qui ont fait plus d'argent vont peut-être être plus gagnants que toi, mais tu peux dire que t'as gagné quand même. T'es quand même un gagnant. C'est ça. Puis là, ça veut-tu dire que si t'as 0$, t'es vraiment pourri? Ouais. Ça, c'est pas un beau message, ça, par exemple. Mais là, t'as essayé de devenir un Galaxy Trucker, pis t'as pas fait de profit avec ça. T'as même perdu de l'argent, perdu ton temps. T'es pas bon. C'est sauvage. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus à dire dans le jeu de base, j'allais dire. Les extensions vont rajouter des tuiles. Ah, t'as des mécaniques que tu peux booster. Ben, non, j'ai rien dit. Non, je pense que ça vaut pas la peine de rentrer plus dans les détails que ça. Là. Même comme tu dis, il y a plusieurs extensions qui rajoutent plein d'affaires. Là. Moi, j'ai jamais... Je pense pas que j'ai déjà joué avec. Ou peut-être une fois, puis je m'en rappelle plus. Là. Le jeu de base est très satisfaisant. Puis je pense que même dans la nouvelle édition, ils ont peut-être enlevé du stock un peu. Ou enlevé du stock qui était là, mais rajouté des trucs qui étaient peut-être dans les extensions. Mais ils ont raccourci. Je sais que la partie, elle dure moins longtemps. Je pense que c'est 1 ou 2 ronds au lieu de 3. Là. Ouais, tu sais, c'est quand même pas un jeu ultra long, là, mais c'est vrai que c'est la même chose à répétition. Ouais, puis tu sais, les rondes deviennent quand même de plus en plus longs aussi. Puis les vaisseaux de plus en plus gros, puis tu sais, les obstacles de plus en plus chiants. Ouais. Et je pense que ça fait pas mal le tour de Galaxy Trucker. Good. Moi, je vais vous parler de Pendulum, designé par Travis Jones et publié par Stonemaier Games, qui nous ont envoyé une copie de presse du jeu. On les remercie d'ailleurs. Donc, c'est un jeu de 2020 qui a eu un petit buzz à sa sortie, mais on n'a pas beaucoup entendu parler après. Puis pourtant, moi, je trouve que c'est quand même un concept assez original. Là. C'est un jeu de gestion de ressources assez standard. Là. Ouais, c'est ça. Tu places des ouvriers, tu accumules des ressources, tu les transformes pour aller chercher des affaires, tu t'améliores ton tableau qui
qui va devenir de mieux en mieux au fur et à mesure que la partie avance, tes actions vont devenir plus fortes. Tu sais, à date, ça fait très euro assez standard. Sauf que dans le jeu, il n'y a pas de tour défini. Tout va se faire en temps réel. Puis dans le fond, on va avoir 3 sabliers qui vont se promener entre 2 rangées d'emplacements pour les ouvriers, si on veut, qui vont être identiques. Puis la twist, c'est que tant que le sablier est là, je peux faire les actions si mon ouvrier était déjà présent, mais je peux pas en placer là ni en enlever. Puis dans l'autre rangée où le sablier est pas, ben là, je peux aller placer mes ouvriers ou les enlever, mais je peux pas faire les actions tant que le sablier arrive pas là. Puis dès que le sablier a fini de s'écouler, dans le fond, n'importe quel joueur peut décider de le prendre, puis de le retourner, puis de l'envoyer dans l'autre rangée. Fait qu'il y a des moments où on se dit « Oh my God, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je veux. » Puis il y a d'autres moments où là, tous tes ouvriers ont fait leur action, puis là, tu regardes les sabliers, puis t'es comme « Ah ouais, cool, je sais que l'autre, je vais l'envoyer là. » Oui, puis à ça, tu ajoutes aussi que, étant donné qu'on est dans un jeu de placement d'ouvriers, souvent les emplacements peuvent être bloqués par les autres joueurs. Fait que tu as un peu cette petite guéguerre-là. Mais là, en plus, tu as une composante de gros ouvriers, petits ouvriers. Les petits ouvriers se font bloquer par n'importe quel autre ouvrier, alors que les grands, eux autres, ils peuvent aller n'importe où. Ouais, je veux dire bypasser, mais ça faisait anglais un peu trop. Puis à mesure que ignorer cette restriction-là. Ouais, c'est bon ça. C'est bien dit, Sam. Puis à mesure que la partie va avancer, on va gagner des nouveaux ouvriers pour en avoir jusqu'à 4. Parce qu'au début, on commence avec juste 2. Ouais, puis on peut même aller s'en chercher un deuxième grand. Fait que c'est ça, les employés, on va les placer pour accumuler des ressources. Ces ressources-là vont nous servir à être dépensées pour faire les actions, parce qu'il y a des actions qui requièrent des ressources pour être faites. Puis les différentes actions, ça va être genre d'accumuler les ressources, d'aller conquérir des provinces qu'on va ajouter à notre tableau, puis déclencher des actions de notre tableau, justement. Fait que là, plus qu'on a accumulé de provinces d'un certain type, ben plus que quand on déclenche cette action-là, ça va être, on va gagner des affaires là, qui vont être plus de ressources ou qui vont nous permettre de monter 3 pistes principales plus une autre. Puis pour gagner, dans le fond, il faut que nos marqueurs dépassent un certain seuil sur cette piste-là. Puis là, dépendamment de quelle faction qu'on a, parce que dans le jeu, il y a comme différentes factions asymétriques. Puis le livret de règles insiste beaucoup sur la thématique du jeu. Là, puis on est comme, dans le fond, toutes des familles de nobles qui vont essayer de devenir le prochain espèce de Time Lord, si on veut, là, espèce de chef intemporel. Ça a rapport avec le temps, tu sais, parce que c'est un jeu en temps réel. Ouais, mais ça implique pas de cabine téléphonique. Hein? Ah! Okay. Pendant un instant, je pensais pas que t'allais la comprendre. Ouais, non, c'est bon. Pour qui tu me prends? Oh! Ben, pour un docteur. Bon, là, c'est vrai que j'ai un PhD. Ouais, fait bref, on va aller conquérir des provinces pour améliorer nos trucs. Puis on va être le prochain Time Lord. Ce qui fait aussi que on va accumuler une autre ressource qui est comme un peu plus difficile à aller chercher, qui est comme des votes pour l'Assemblée, si on veut, qui élit le nouveau dirigeant. Puis cette ressource-là, dans le fond, va déterminer l'ordre du tour puis les bonus qu'on va aller chercher. C'est un peu décousu hein, comme explication. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de mécaniques interreliées. Puis vu que tout se passe en même temps, c'est difficile d'avoir un ordre logique. Ouais. Mais en gros, on a 3 pistes qu'on veut améliorer. Puis là, dépendamment de notre faction, ces 3 pistes-là vont être plus ou moins longues. Souvent, mais le total va être le même. Souvent, ça va être en fonction du pouvoir unique de la faction. Là. Si tu produis plus d'argent, ben ta piste d'argent va être plus longue que ta piste combat ou ta piste intelligence. C'est ça, la 3e ressource? Je suis pas certain. C'était comme une tête. En tout cas. La piste bleue. Ouais. Ben comme, tu sais,
Comme vous pouvez voir, la thématique est super bien implémentée dans le jeu. Note. Mais c'est pas grave parce que mécaniquement, c'est quand même... C'est un gestion de ressources assez standard, mais qui marche bien. Puis la twist de temps réel, ça rajoute une dimension qui le rend quand même assez unique, là. Puis ça te fait un stress, là. T'as pas le temps d'avoir la paralysie de l'analyse parce que t'as pas le choix, là. Faut que tu places tes ouvriers, faut que tu fasses tes affaires parce que sinon, t'avanceras pas, tu sais. C'est ça. Fait que faut que tu réfléchisses vite, quitte à faire des fois peut-être un placement qui est pas optimal, mais des fois t'as pas le choix, il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça. Puis, dans le fond, les trois sabliers, ils ont pas, ça leur prend pas le même temps à se vider. Puis celui-là qui est le plus long, c'est un peu le timer de la partie, parce que, le sablier timer, hein? Oh, Mais bref, celui-là, quand il a flippé 3 fois, ça annonce la fin du round. Fait que là, on peut finir les actions en cours. Donc, nos ouvriers qui sont déjà avec des sabliers, on peut faire les actions qui sont là, mais on peut plus flipper aucun sablier. Puis un coup que tout le monde a fini ses actions en cours, ben là, on passe à la phase conseil, où ce que là, dépendamment de l'influence qu'on a accumulée, on va avoir des bonus qui vont nous permettre de monter sur les tracks, on va avoir le premier choix de cartes d'upgrade qui vont nous donner des ressources instantanées ou des cartes qu'on peut ajouter à notre main, parce qu'on a comme une main de cartes avec des effets quand même assez cool, là, mais c'est comme des... On peut la jouer n'importe quand pour obtenir l'effet, puis après ça, faut comme dépenser des ressources pour reprendre toutes les cartes qu'on a jouées dans notre main, puis là, on peut les réutiliser à nouveau. Fait que à la fin du round, on peut aller chercher des cartes qui s'ajoutent à ça, donc potentiellement des bonus qu'on peut utiliser plusieurs fois pendant la partie. oui, puis je mets l'accent sur le fait que justement, ça va se faire un peu tout le temps, parce qu'on a aussi un pool de ressources limitées. Tu sais, on a parlé, on a de l'or, on a de la force militaire, puis on a de l'intelligence, on va dire, ou de la sagesse, la piste bleue. On a un maximum de 10 ressources de champ qu'on peut accumuler, fait que tu peux pas à un moment donné dire je vais accumuler des tonnes de cette ressource-là, puis après ça, comme faire une espèce de wombo combo à la fin du round avec tout ça, parce que tu vas être limité à tes 10 cubes. Puis entre autres, là, l'action pour repiocher ces cartes qu'on a défaussées, ça en coûte 5. Fait que c'est la moitié de tes ressources disponibles, tu sais. Si tu les as toutes pris, parce que là, ça, c'est si tu as ton pool complet. C'est ça. Fait que ça aussi, cette petite contrainte-là, je trouve que ça joue en la faveur du jeu, parce que justement, il faut que tu les dépenses, parce que tu peux pas les accumuler tant que ça. Mm-hmm. Puis en plus, on a une espèce d'objectif commun qui va changer à chaque ronde, qui est d'avoir un certain nombre de ressources bien particulières. Puis c'est comme la course pour aller être le premier à réussir ça parce que ça va nous permettre, dans le fond, d'être éligible à gagner si on a fait ça au moins une fois. Puis il y a juste 4 rondes dans le jeu. C'est pas juste au moins une fois, c'est que quand tu l'as fait, il faut que tu aies été le premier à le faire dans ce round-là. Ben, le premier qui choisit ça, parce que t'as tout le temps le choix entre ça puis un autre bonus immédiat, mais on s'entend que si t'as pas déjà eu le bonus d'étoiles, là, ben tu vas le prendre, tu sais. Ouais, parce que sinon, ça, tu gagnes pas sinon. Fait que c'est ça. La partie va durer 4 rondes, fait que ça va quand même assez rapidement. En théorie, un round, ça peut se finir en 9 minutes, hein. Si on flippe le sablier tout le temps puis on est assis dessus, oui. Mais généralement, elle va durer un peu plus longtemps parce qu'on va pas nécessairement vouloir aller flipper le sablier mauve trop vite parce que les actions qui nous permettent de faire sont comme plus importantes. Fait que souvent, on va un peu se préparer à aller jouer dans ce coin-là avant d'y aller pour pas justement déclencher la fin de la partie trop vite. Ou bien, on n'était pas trop sûr des règles puis on l'a flippé tout le temps. Mais ça, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, je pense qu'en règle générale, c'est une bonne stratégie d'aller le flipper dès que possible, mais il faut que tu t'assures que tu as un employé de libre ailleurs que tu peux aller placer juste avant de flipper le sablier, parce que sinon, il va rester là à rien faire pendant vraiment longtemps, tu sais. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que tu as cet aspect-là aussi de comme quand tu envoies ton ouvrier là, tu sais, il va rester là 3 minutes.
Fait que c'est comme un sacrifice, là. Quoi que t'as une carte dans tes cartes de départ qui te permet d'enlever un employé, même s'il y a un sablier dans cette rangée-là. Ouais. Faut que tu l'aies gardé pour ça. C'est ça. Fait que c'est ça, Moi, j'ai bien aimé. J'ai quelques petites réserves quand même. Premièrement, tu sais, les jeux en temps réel, c'est tough de surveiller tout le monde qui respecte bien les règles. Ça se peut que les gens trichent par erreur. Ouais. Puis justement, tu sais, notre partie, elle s'est finie, je pense, à 1 point. Puis ça nous est tous les deux arrivé à m'amener de bouger peut-être un marqueur de points d'une position, genre l'accrochant ou quelque chose. Tu sais, c'est vrai que c'est compliqué, puis tu peux pas, genre, j'aurais pas pu le savoir si tu l'avais fait. Non, c'est ça, tu surveilles pas trop ce que les autres font. Fait que t'as toujours un petit doute à la fin de ouais, comment il a fait pour faire autant de points, lui? Ou ouais, qu'elle a réussi à avancer de temps que ça sur cette piste-là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est pas évident. Puis tu sais, on a beaucoup les yeux rivés sur les sabliers pendant la partie parce que c'est ça qui dicte un peu comment la partie se passe. Fait que tu sais, je me rappelle, il y a des moments où est-ce qu'on était comme tendu à regarder le sablier noir, à attendre que le dernier grain il tombe. Puis là, sans savoir c'est qui le premier qui va leur virer puis qui va placer son meeple avant l'autre. C'était. Il y avait de la tension. Ouais. Puis, autre petit point négatif, je suis pas certain que les factions asymétriques sont super bien balancées. Je rejoins une autre fois à 3 joueurs, puis il y a une des cartes d'action, dans le fond, qui te permet d'aller te chercher un meeple supplémentaire, là. Ben, le coût est variable selon la faction que tu as. Fait que, tu sais, moi, celle que j'avais, cette partie-là, ça me coûtait 8 ressources, peu importe lesquelles. Puis l'autre à côté, ça lui coûtait genre 2 ou 3 influences. Tu sais, oui, l'influence, c'est important pour l'ordre du tour et tout ça. Mais il me semble que d'avoir 2 d'influence, c'est pas mal plus facile que d'avoir 8 ressources, là. Ouais, surtout que t'as des emplacements, tu sais, qui te donnent comme de l'influence à coût de 2. Puis il y en a une, je pense, c'est 1 influence puis 1 point rouge. Ouais, c'est ça. C'est des places qui sont intéressantes, peu importe, là. Alors que de garder tes ressources pour pouvoir payer assez cher, tu sais, ça peut te ralentir, tu sais, ça peut te prendre plus de tours à Ouais, 8 atteindre. ressources, c'est gros, là. C'est plusieurs actions, là. Tu sais, surtout si au début de la partie, t'as pas un tableau super construit, là. En fin de partie, c'est plus facile, mais au début, c'est rough, là. Par Ouais, c'est rapport ça. à avoir tes 2 influences même trois influences, ça se fait facilement. C'est ça. Mais bref, peut-être qu'il y avait d'autres limitations dans son deck ou sur ses pistes, là. J'ai pas étudié la question en détail, mais tu sais, c'est quelque chose qui est ressorti à la fin de la partie aussi, qu'on n'était pas certain que toutes nos factions étaient balancées. Mais bon, peut-être que tu sais, au pire, il y en a une ou deux qui sont plus faciles ou plus dures à jouer, ben tu peux peut-être au moins en le sachant, tu peux les distribuer aux joueurs qui ont plus ou moins d'expérience pour essayer d'équilibrer les forces un peu, tu sais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si c'est un jeu que tu joues souvent, tu vas devenir meilleur, tu vas être plus apte à timer comme il faut, puis à évaluer tout ça, puis tu risques de clencher tes amis qui ont moins d'expérience, là. Ouais. Puis clairement, dans ce cas-là, vu que tout est en temps réel, d'avoir une bonne expérience du jeu, ça te donne un avantage considérable parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans l'ordre. Tu sais, tu peux déjà planifier ton ordre, puis tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu regardes. Moi, les premiers rounds, j'étais un peu perdu, là. J'essayais juste de comprendre, OK, je vais mettre mon gars là. Là, je peux-tu l'enlever? Non, c'est vrai, il y a le sablier qui est là, je peux pas. Puis là, j'étais comme, c'était compliqué au début. Mais ça s'est replacé plus tard. Fait que je me dis, après avoir joué, c'est ça, plusieurs parties, à la fin, tu dois tellement être comme en maîtrise de ton temps puis de tes actions, ça doit se faire plus fluidement. Mais c'est sûr que ça te donne un avantage considérable. C'est ça, finalement, en terminant, il y a un mode solo, j'ai pas vraiment regardé comment ça fonctionne, là. Ça doit être assez bizarre, en fait. Ouais. J'imagine que c'est un truc de faut que tu réussisses à faire tant de points. Ben, il y a des cartes d'automat pis tout. Mais j'imagine que ça se fait pendant la phase de conseil. Je sais pas, je sais pas regarder.
ça m'intéresse pas tant, en fait. Puis, il y a aussi un mode sans timer, qui m'intéresse pas plus qu'il faut non plus, parce que je trouve que c'est comme... Ça enlève Bon, la twist, le fun du c'est jeu. ça, c'est pas mal ça l'attrait du jeu, fait que peut-être que c'est bien. Je les ai pas regardés. Si jamais vous les avez essayés, un ou l'autre, puis que vous avez aimé ça ou vous avez détesté, vous l'écrirez dans les commentaires. Je serais curieux d'entendre votre avis sur le sujet. Peut-être pour reprendre le jeu sans les timers, ça peut être bien. Ouais, c'est ce qu'ils recommandent de faire genre un round, pas timé au début. Mais moi, je me suis dit, on est des vrais gamers, on se lance. Ouais. Cool. Fait que là, maintenant, on arrive au moment où on va s'ostiner un peu. Là, on a eu vraiment deux jeux qui sont de niveau, de calibre un peu différent. T'sais, Galaxy Trucker, ça se veut une expérience un peu plus drôle, un peu plus funny, où est-ce que, tu sais, le fait que tu perds un peu le contrôle, ça finit que c'est drôle. Puis, tu sais, t'as une atmosphère un peu plus ludique. Alors que là, dans Pendulum, on est, c'est quand même dans du sérieux. Tu construis un engin, il faut que tu planifies tes mouvements d'ouvrier vraiment assez précisément pour maximiser chaque action. Puis à ça, tu ajoutes la dynamique de temps qui fait qu'on est sur le gros nerf, puis on a le cerveau à vif. Là. Tu sais, tu sors d'une game de Pendulum, tu sais, t'es épuisé t'es épuisé mentalement un peu. Fait que je trouve que c'est ça, on a deux exemples qui utilisent le temps réel, mais pour un niveau d'intensité différent. Ben, je pense que vraiment vouloir, tu peux quand même te craquer à jouer à Galaxy Trucker, puis comme à être super compétitif comme à tourner les tuiles le plus vite que tu peux, puis essayer de vraiment faire le meilleur vaisseau que tu peux, tu sais, puis de te craquer pour le faire le plus vite possible pour que les autres aient pas le temps de finir le leur, puis tu sais, de prendre ça à cœur puis d'être compétitif. Mais ça veut pas dire que tu vas gagner même si tu fais ça puis que t'es meilleur que les autres, tu sais. Ouais, c'est vrai que les cartes événements viennent brouiller les pistes. Mais en même temps, si t'es vraiment hot, t'as eu le temps d'aller checker c'est quoi les cartes événements. C'est vrai. Puis tu construis le vaisseau en conséquence. Mais bonne chance. Ouais, puis là, c'est que tu vas te faire voler la tuile qu'il te fallait. Mais à checker les cartes événements, je pense que tu peux vraiment être popé parce que tu sais, tu vas peut-être réaliser que t'as pas besoin de faire de shield du tout ou tu veux vraiment avoir comme 12 personnes dans ton vaisseau parce que tu vas aller dans une station qui en prend 10. Ouais. Ou tu sais, tu mets pas beaucoup d'espace de cargo parce que finalement, il y aura pas tant de planètes où ce que tu peux t'arrêter pour acheter des affaires, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, il faut que tu ailles vite. C'est ça, je sais pas à quel point tu peux aller vite. Nous autres, c'est sûr qu'on s'est mis dans le mode un peu construire le plus vite possible. Puis dès que quelqu'un avait l'occasion de flipper le sablier jusqu'au bout, il y allait pour pouvoir forcer l'autre à. Ah oui, je me rappelle au dernier tour, j'avais comme C'était- juste une moitié de vaisseau parce que tu m'as comme le sablier a comme flippé 2 fois de suite, fait qu'il a pas eu le temps de redescendre, fait que là il est retombé puis Il était quasiment vide. ouais. J'étais fier de mon coup. Mais même à ça, ton vaisseau était quasiment aussi en shape que le mien à la fin qui mangeait des volets. Là. C'était. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai été touché à une faiblesse de mon vaisseau puis un gros morceau qui a arraché. C'est pas cette ronde-là aussi que t'avais fait une erreur dans ta construction parce que t'étais Ah allé oui! trop vite. Ouais, c'est lui. Fait qu'il y a beaucoup de Exact. morceaux qui sont pas qui ont même pas décollé avec toi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est deux approches différentes au temps réel. L'avantage de Galaxy Trucker, par contre, c'est que si jamais tu triches sans faire exprès quand tu construis ton vaisseau en partie temps réel, ben les autres ils vont te corriger puis tu vas juste avoir Ouais, c'est un vrai plus parce que petit vaisseau. c'est vrai que cette séquence-là, ça fait que les erreurs, dans le fond, tu vas payer de tes erreurs si tu fais pas attention. C'est ça. Pendulum, ben, c'est difficile de voir les erreurs des autres. Puis là, ben, ça va t'impacter toi, là, soit positivement ou négativement selon ton erreur, mais c'est vrai que personne va pouvoir te leur mettre d'en face, à moins qu'il y ait un évaluateur externe, tu sais, qui regarde tout le monde, mais là, maintenant, Puis même à ça, il faudrait qu'il regarde tout le monde tout le temps. Il pourrait en manquer, là. ouais. Niveau interaction entre les joueurs,
sais, les deux jeux en ont pas des tonnes. Tu sais, dans Galaxy Trucker, c'est que le pool de tuiles est commun. Puis là, ben, tu sais, tu peux te faire voler la tuile que tu voulais dans ta face. Ouais, mais non, il y en a quand même avec les... Après ça, pendant le voyage, est-ce que t'arrêtes ou pas à la planète? C'est toi qui es en tête, c'est toi qui as le premier choix. Puis là, dépendamment de ce que tu fais, ça peut influencer les décisions des autres. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que des fois, tu regardes ce que l'autre va faire avant toi pour savoir, OK, je vais-tu y aller sur cette planète-là ou pas. C'est ça, puis là, si tu décides de pas y aller, ben l'autre il recule, fait que là tu passes devant, puis en tout cas, tu sais, il y a quand même tout l'aspect de course aussi, tu veux finir le plus haut possible, puis des fois il y a Ouais. les cartes qu'il faut être le plus fort dans certains aspects, puis là, dépendamment de comment tu gères tes ressources, puis tout ça. Non, moi, je pense qu'il y a quand même des interactions, là. Ouais. Ouais, maintenant que t'en parles, il y en a plus que ce que je pensais. Dans Pendulum, ben, le gros de l'interaction, c'est les placements d'ouvriers, puis le choix des cartes d'amélioration, puis des cartes des provinces. T'as la course pour aller chercher l'étoile aussi, pour être éligible à gagner. Ouais. Mais ouais. Puis sinon, c'est des fois de retourner ou pas retourner un sablier parce que ça t'avantage plus que les autres. Mais là, tu sais, faut que t'aies le temps de comme checker c'est quoi. Réfléchir à ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, faut bonne chance, tu sais. En tout Ouais. cas, moi, je suis pas rendu là encore. Ouais. Mais l'action du sablier, par contre, de le tourner, ça, quand quelqu'un d'autre le fait à ta place, au mauvais moment, ça fait chier. Je t'ai entendu sacrer une couple de fois quand j'ai flippé le sablier, là. Oui, mais je pense que c'est de l'interaction accidentelle, là. Tu l'as pas tourné en te disant je vais faire chier Sam. Non. Tu l'as tourné puis ça a donné que ça m'a fait chier puis t'étais content. Ouais. Ouais, parce qu'au final, c'est vrai que je le tournais pour moi. Parce que C'est j'avais ça. besoin de faire l'action ou j'avais besoin de finalement bouger cet ouvrier-là. Fait que ouais, non, c'est vrai. J'aurais pu le faire intentionnellement, mais ça faisait trop de trucs à gérer pour moi. Non, c'est ça. Peut-être quand t'as joué beaucoup, t'as plus le temps de regarder ces affaires-là, là, mais c'est pas en ayant un podcast puis en jouant à plein de jeux différents que je vais me rendre là avec ce jeu-là. Ouais. Fait que tu seras jamais un vrai Time Lord. Non. Je vais être un Guard of Atlantis à la place. Tu l'avais Fallait que je pas le plug. encore dit. Ouais. C'est ça. C'était même pas forcé en plus cette fois-là, ça fitait bien. Ouais, c'était pas pire. Ça a bien coulé, puis en plus, je l'ai pas vu venir. C'était bien fait, ça. Bravo. Parce que souvent, ça ressemble plus à un barrage de Guards of Atlantis. On a-tu d'autres points de comparaison? On peut parler de l'esthétique, là, mais tu sais, c'est pas ça qui vend ni l'un ni l'autre des jeux, là. C'est sûr que, Ben, moi, je trouve que ça fait le charme de Galaxy Trucker un peu, là, l'espèce d'aspect cartoon, puis tu sais, le livre de règles qui se prend pas au sérieux, qui fait même des petites jokes en t'expliquant les règles, tu sais, c'est du grand check game edition, là. les meeples sont mignons, j'avoue. Tu sais, les petits astronautes, ils ont l'air de des petits astronautes, les petits aliens aussi. Tu sais, Non, ça moi, aurait pu tout être des cubes ou, ouais, moi, je parlais plus tu sais, du artwork sur les tuiles, puis dans le livre de règles, justement, là, les petits exemples, puis ouais. les petites ressources là, de batterie sont cute aussi, là. C'est des genres de... C'est comme une tic-tac transparente. Ouais, Verte. Ça fait un peu radioactif, tu sais. c'est ça, ça fait barre de plutonium que je mets dans ma batterie de char. Ouais. De science-fiction, là, dans ma batterie de char de vaisseau spatial, je veux dire, là. Ouais, ouais. Puis Pendulum, de l'autre côté, c'est du Stonemaier, là. C'est du matériel de top qualité, Ouais, j'aurais peut-être pris des player boards en carton doublé. Juste parce que Ouais, comme ça, les affaires glissent pas dessus, vu qu'on est tout le temps en train de bouger à gauche à droite, de flipper les trucs, tu sais. j'avoue. Ça, par contre, parce que là, ils sont comme en genre de... Moi, ça me faisait penser à, tu sais, des napperons en plastique, là. Ouais, mais il y a comme une texture un peu, si on veut, là. Ouais. C'est dur à décrire. C'était vraiment étrange. Moi, ça m'a vraiment marqué la texture. Il a fallu que je dise j'ai demandé à ma conjointe qu'elle y touche, puis moi, j'étais comme, ça avait comme quasiment des frissons d'y toucher. C'était bizarre. C'est un peu...
Je pense que le livre de règles de Wingspan, il donne ce feel-là aussi. Ça m'a pas marqué. En tout cas, bref, c'est pas du petit carton cheap, mais je suis d'accord avec toi que une petite double couche pour que les pions de score bougent pas, ça aurait été cool. Ouais. Mais sinon, le reste, les ressources, tout ça, là, c'est des beaux cubes de plastique. Ils sont pas trop petits, ils sont faciles à manipuler. Ouais. L'iconographie est super claire. Oui, vraiment. Puis il faut parce que c'est en T'as pas temps le temps. réel. Ouais, T'as pas le temps de poser des questions. C'est ça. Pour faire de quoi? Non, tu peux pas, t'as pas le temps. Tu veux mettre ton meeple? Ah non, il y a quelqu'un qui l'a mis avant toi. Ah non, le sablier, il a bougé. Puis là, tu peux plus rien faire. Ouais, tu peux toujours aller sur l'autre rangée faire dans la même case. T'sais. Ouais, non, j'imaginais juste là, la catastrophe. Good. Je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense qu'on a assez parlé. C'est à votre tour maintenant. Ouais. À vous de nous dire c'est quoi votre jeu avec une composante à temps réel préférée. Allez-vous être #TeamSam avec Pendulum? Ou est-ce que vous allez être #TeamVince avec Galaxy Trucker? Vous pouvez faire ça en nous écrivant un courriel, boardgameduel@gmail.com, ou en venant commenter sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur notre Discord. On est toujours très content de lire vos commentaires, que vous aimez ou pas les jeux qu'on présente ou l'émission. Ça nous fait plaisir d'avoir votre feedback. On aimerait donc vous remercier pour votre écoute. Et on aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, je t'ai Vince. Et je suis encore Sam. C'est comme une thématique temporelle. On vous dit à plus. Bye. Je suis comme... je suis buggy. Ben oui. Je pense que t'allais dire que j'étais vraiment meilleur que toi en tout point. Ouais, c'est ça. Pour ça, c'est pas ça que j'allais dire.